Florence Koller, je suis architecte de formation. Je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur au sein d'une mission d'expertise et de conseil auprès des établissements. C'est une mission qui est hors des silos métiers, hors des sous-directions de l'immobilier, de la formation, de la recherche, etc., qui est rattachée directement à la directrice générale. Et quand elle a été créée en 2014, le souhait de la directrice générale, c'était d'avoir une action transversale pour apporter un conseil un peu global au service des universités. Donc dans cette mission, il y a à la fois d'anciens présidents d'universités, d'anciens recteurs, et puis des experts techniques, experts RH, experts budget, et moi j'ai expertise immobilière en lien avec le numérique. Avant ça, je me suis un peu précipitée dans mon propos, alors que je voulais vous dire que c'était juste génial d'être ensemble ici aujourd'hui, à la veille d'un confinement, d'un reconfinement, dans un théâtre qui est occupé, donc qui est fermé, mais qui est quand même ouvert, et que rien ne pourra empêcher la réflexion et les esprits d'être libres. Donc ça, c'est juste un bonheur, et vraiment, je voulais vous en remercier. Merci. Maintenant, je replonge dans mon topo. Donc cette mission, elle a pour vocation de conseiller les établissements. Et il se trouve que dans le cadre de ce conseil, j'ai fait plusieurs guides. Un premier guide qui est sorti en 2015, qui s'appelle Campus d'avenir, concevoir des espaces de formation à l'heure du numérique. À l'époque, je m'occupais de ce que tu critiques, et que je critique aussi, mais que j'essayais de mener à bien, qui étaient les partenariats publics-privés de construction universitaire. Et j'étais assez effrayée à l'époque de voir qu'on construisait comme dans les années 60 ou 70 à peu près, c'est-à-dire toujours avec des amphithéâtres de 500, voire plus, 1000 places, des salles de TD, des salles de TP, des couloirs, etc. Donc à l'époque, je m'étais posé la question de comment une pédagogie collaborative qui intègre le numérique ou pas, mais en tous les cas qui pouvait s'en servir, pouvait transformer les besoins en locaux, et comment ça pouvait changer peut-être qu'il n'y a plus besoin d'amphithéâtre, peut-être qu'il y a besoin de plus de learning center, donc une transformation des bibliothèques, une transformation des salles de cours. Et donc, ça aboutit à ce premier guide. Et donc, j'ai vu l'émergence de la transformation des universités en des lieux plus hospitaliers. Il faut dire que nos universités sont un patrimoine beaucoup hérité des années 60, un patrimoine de qualité, parce que ce sont en grande partie des très bons architectes qui les ont construites, mais qui étaient mal entretenus. La France est un pays de bâtisseurs, mais ce n'était pas un pays de mainteneurs. Et donc, le ministère de l'Enseignement supérieur n'est pas meilleur que les autres de ce point de vue-là. Donc, notre patrimoine est très vieillissant. Ce patrimoine vieillissant, il y a quand même... Les présidents essayent de faire tout leur maximum pour le rendre plus convivial, plus hospitalier. Et donc, je voyais bien qu'il y avait cet effort fait, mais j'étais un peu sidérée quand je me déplace sur le terrain de voir des espaces dits de convivialité avec du mobilier ergonomique, du Wi-Fi, des prises, la bonne lumière, et absolument déserts. Autrement dit, ces espaces de convivialité avaient raté leur cible, qui étaient les usagers. Et ils l'avaient raté parce qu'ils avaient été conçus hors sol par une gouvernance qui avait estimé que là, c'était le bon endroit pour faire un espace de convivialité. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis intéressée à ce qu'était la co-conception, ou comment associer toutes les parties prenantes d'un établissement, évidemment étudiants, personnels, enseignants-chercheurs, mais aussi les personnes du patrimoine, des services numériques, qui pouvaient concevoir ensemble des projets de réaménagement de locaux. Voilà, ça c'est le guide que vous trouverez sur le site du ministère. Deuxième slide, donc j'ai suivi et j'ai repéré, mais il y en a plein d'autres, 9 expériences en France qui couvrent un spectre assez large, qui va de la salle de cours aux espaces de convivialité, au Fab Lab, en passant par la réhabilitation d'une bibliothèque et la création d'une salle de sieste dans une bibliothèque de médecine. Donc on a un champ assez vaste. Et mon souci, c'était de montrer comment ces espaces s'étaient fabriqués et surtout de me mettre dans la peau d'un président d'université. Si on voit un président d'université, son souci premier, ce n'est pas l'architecture, c'est la formation. Donc le mot de co-conception, il ne voit pas qu'est-ce que ça peut me rapporter
d'aller mettre ensemble des personnes autour d'une table pour penser un projet. Donc, je me suis posé la question de quels étaient les bénéfices du co-design. Et là, on va voir le slide suivant. Donc, il m'a semblé qu'il y avait 5 bénéfices majeurs dans bon, on peut prendre plein de termes. Hein. Le terme, là, c'est design thinking, mais ça peut être co-design. Je ne vais pas rentrer dans la définition des termes, mais grosso modo, ce qui est important, c'est plutôt le terme de co-concevoir, de co-élaborer. Et le premier bénéfice qui m'a paru très important, c'était de parvenir aux bonnes questions. C'est-à-dire que souvent, quand on démarre un projet, on va partir sur une question qui n'est pas une question, qui est une commande élaborée par une gouvernance. Je prends un exemple à l'Université de Lorraine. La question posée était concevoir l'amphithéâtre du XXIe siècle. Donc un amphithéâtre, à partir d'un amphi très vieillissant, comment le barder de technologie pour qu'il réponde aux besoins du futur. Et quand on a commencé le travail de co-design dans cette école d'ingénieurs, ça a commencé par un travail anthropologique de terrain, d'aller faire des enquêtes, d'aller faire des entretiens à la volée, d'aller faire des entretiens semi-directifs et d'observer avec un prestataire qui était à la fois un groupement avec un anthropologue et une architecte programmiste, d'aller observer ce que font les étudiants et les enseignants sur le site. Donc, ce n'était pas de leur demander ce dont ils avaient besoin, mais voir ce qu'ils s'autorisaient à faire et ce qu'ils ne s'autorisaient pas à faire. Et à partir de là, on a vu que l'amphi, ce n'était pas un souci, l'amphi. Qu'il pouvait faire, il fallait le rénover, mais ce n'était pas ça le besoin crucial. C'était que dans cette école d'ingénieurs, il y avait un foyer pour les étudiants, il y avait une salle des profs, mais que les deux populations ressentaient le besoin d'un espace commun qui fasse sens dans cette école de génie des procédés. Et donc, du coup, la création d'un espace de convivialité commun est devenue une priorité. Et ça, si on n'était pas passé en mode co-design, ça n'aurait jamais été une priorité, ça aurait été ça n'aurait pas émergé. Et là, on a eu la chance d'avoir l'intelligence d'un directeur d'école d'ingénieurs qui a dit « Ok, mon projet d'amphi, je le ferai plus tard. Ma priorité première, ça devient celle qui émerge de ma communauté. » Ce qui est très important aussi, c'est des échanges productifs entre les acteurs et des projets négociés. Dans une université comme dans toute organisation, je pense, on a un mode de production assez siloté. C'est-à-dire que chacun doit faire son job et nage dans son couloir de natation. Et c'est rare que les acteurs percolent. Il y a une chaîne, un process qui va de la commande, ensuite à la définition des besoins, ensuite la programmation, et puis jusqu'à l'architecture. Mais si la question posée en amont n'est pas la bonne, on n'aura pas un bon projet à la fin. Et puis souvent, les acteurs, on s'aperçoit à la fin, ah tiens, il manque les prises, ah oui, mais on a oublié d'associer le service du numérique dans le projet, etc. Donc on arrive à des projets qui sont, à la fin, qui ne correspondent pas aux besoins des utilisateurs. On arrive à des projets qui sont périmés alors qu'ils viennent juste d'être inaugurés. D'où le bénéfice du co-design. Et j'ai une illustration qui le montre. C'est dans une école d'ingénieurs, c'était le souhait du directeur de l'école d'ingénieurs de créer un espace, ce qu'il appelait un project center, c'est-à-dire un lieu qui soit à la fois un lieu de convivialité pour les étudiants, les enseignants, le personnel, mais aussi un lieu où les entreprises pourraient travailler avec les étudiants sur leurs projets et un espace de coworking. Et pour ça, il avait 150 mètres carrés dans son école, au rez-de-chaussée, bien placé. Mais quand je lui ai posé comment il voyait la convivialité, il m'a répondu, c'est pas compliqué, la convivialité, c'est un distributeur de boissons. Parce que ça, c'est simple à nettoyer et que quand on voit l'état du foyer des étudiants, on va pas aller au-delà. Donc là, j'ai pensé qu'on pouvait sans doute aller plus loin parce qu'il était plutôt ouvert, malgré cet a priori sur la convivialité. Et donc, on est passé en mode co-conception en associant un groupe d'étudiants, d'enseignants, d'entreprises avec lesquels ils travaillaient. Donc là, on arrive dans un atelier d'idéation où autour de la table, vous avez à la fois la gouvernance de l'université, les étudiants et l'entreprise, et se pose là la question cœur. Qu'est-ce qu'on va faire de la convivialité? Et là, l'étudiant sort un smartphone en montrant une cuisine ouverte qu'il montre au directeur du patrimoine, qui lui se récrit, mais moi, ça, non, ça jamais, même pas en rêve.
Et là, c'est intéressant parce que de ce clash, en fait, vous avez deux personnes qui ne seraient jamais amenées à se rencontrer en temps normal. C'est-à-dire qu'un directeur de patrimoine, ça ne rencontre pas un étudiant. Là, ils se rencontrent, ils sont en conflit, mais le conflit est productif parce que l'étudiant explique que si le foyer n'est pas en bon état, c'est parce qu'on ne lui donne pas les moyens de l'entretenir. Et à ce moment-là, le directeur de patrimoine convient qu'il faut effectivement donner les moyens et ils arrivent à un accord, OK sur une cuisine ouverte, à condition qu'il y ait une charte d'utilisation pour pouvoir entretenir ce local avec un binôme constitué d'enseignants, étudiants, personnels, et pour pouvoir faire vivre ce lieu. Donc on voit que le co-design, c'est aussi un espace de négociation. Ce n'est pas un pouvoir qui va s'exercer d'un groupe sur un autre, c'est des personnes qui vont réussir à aboutir à un espace, à des projets communs. Et ça me paraît extrêmement fructueux parce que ce n'est pas le processus habituel d'arriver à de la négociation. On a plutôt l'habitude de projets qui sont imposés, avec des étudiants qui sont acteurs. Et puis au final, le dernier bénéfice, c'est qu'on a des espaces qui sont moins coûteux, parce qu'en général, les étudiants sont beaucoup moins technophiles qu'on le croit. Ils ne sont pas demandeurs d'avoir des dizaines d'écrans partout avec un robot. Ils ont plutôt besoin de pouvoir exprimer leur créativité sur des surfaces où ils puissent écrire, quelles que soient les filières, on va dire. Donc au final, on a des espaces qui sont moins coûteux, qui sont personnalisés et qui sont mieux appropriés. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des espaces dégradés, parce que ces espaces, ils ont été conçus par leurs utilisateurs et donc ils vont être entretenus et appréciés. Voilà, donc à la suite de ce guide, je l'ai lancé dans un lieu que je vous invite à visiter, qui est le centre de recherche interdisciplinaire de François Taddeï dans le Marais. François Taddeï est un enseignant-chercheur qui a conçu une formation justement transversale qui associe à la fois les sciences dures, les sciences humaines et sociales, et les étudiants, quel que soit leur cursus, peuvent venir au CRI se former. Et ce bâtiment a été lui-même conçu en co-conception dans sa programmation. Donc dans ce lieu, j'ai pu lancer ce guide et puis j'ai créé à la suite un réseau de praticiens du co-design dans le supérieur qui s'appelle Co-Design Sup et qui a vocation à réunir tous ceux qui veulent faire du co-design d'espace, qu'ils soient dans le sup dur ou dans le sup, on va dire au sens large. Et donc c'est un lieu de dépôt, où on dépose des ressources, on échange, il y a des contacts. Et donc si vous souhaitez en faire partie, il n'y a pas de problème, c'est ouvert à tous. Voilà. Eh ben, merci beaucoup.